Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus dans ce numéro spécial Expo. Avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde, Barka Amor, bienvenue. Vous êtes artiste, vous participez à l'exposition Prolongation à l'Institut des Cultures d'Islam, l'ICI, c'est à Paris jusqu'au 26 juillet. Élodie Bouffard, bienvenue également. Vous êtes commissaire de l'exposition Biblo-Cité millénaire du Liban à l'Institut du monde arabe. On a le temps pour celles et ceux qui peuvent y être, c'est jusqu'au 23 août prochain. Et à vos côtés, Gwenaëlle Félinger, bienvenue également. Vous êtes commissaire de l'exposition Par-delà les 1001 nuits, histoire des orientalismes. C'est au Louvre-Lens jusqu'au 20 juillet. 1001 nuits et 300 œuvres, une exposition sur les richesses de l'orientalisme au Louvre-Lens. Donc, une expo qui nous offre des récits historiques, mais aussi contemporains, vous allez le voir, qui revisitent les regards, nos regards, mais aussi la fascination portée en France depuis des millénaires sur cet Orient lointain. Reportage de l'une de nos équipes, Pascal Achard, Guillaume Gouet, Anthony Krizik. Un voyage au Louvre-Lens, à travers le temps et jusqu'en Orient. Des centaines d'objets et leurs 1001 vies, récits d'une fascination bien antérieure à la publication au XVIIIe siècle en français des contes Les 1001 nuits. Première collection, des trésors d'église acquis au Moyen-Âge. Ce sont des objets qui peuvent être acquis en souvenir de pèlerinage, soit sont des objets aussi qui fascinent pour leur matière, notamment le cristal de roche, le verre. Et aussi ce qui fascine sont les objets qui ici représentent le luxe, mais le luxe au sens de lumière. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les échanges sont beaucoup plus fréquents qu'on le croit et que dès le Moyen-Âge, il y a presque une sorte de globalisation des échanges autour de la Méditerranée. De Paris à Ispahan, de Constantinople à Venise ou de l'Alhambra jusqu'au Caire. Des échanges qui s'intensifient au cours des siècles. Des objets raffinés, nourrissant aussi mythes et légendes. Un ailleurs fantasmé, voire caricaturé, dont s'emparent certains artistes, à l'instar de Molière dans Le bourgeois gentilhomme. Avec ses princesses, Dalila d'Aléas Bouzard défie ici tout exotisme. Ses peintures revisitent des archives photographiques de femmes pendant la guerre d'Algérie, contraintes de poser pour des photos d'identité. Une manière de leur restituer leur dignité. Réappropriation, résistance et réparation. Plusieurs artistes s'emparent ici des clichés pour les faire voler en éclats. Cette exposition aujourd'hui qui est les orientalismes au pluriel, finalement résonne profondément avec le travail de déconstruction que je mène depuis toujours. Quel est le choix? De devenir le fantasme qu'on nous demande d'être ou bien d'essayer de trouver une autre solution? Et cette pièce ici qui est la Super Room, c'est une ode au multiculturalisme, c'est une ode au fait d'être pluriel, d'être multiple. Une constellation de regards et de récits qui complètent l'histoire de l'art dont de nombreuses pages restent encore à écrire. Gwenaëlle Félinger, le titre renvoie évidemment au célèbre conte traduit au XVIIIe siècle par Antoine Galland. Le succès a profondément marqué l'imaginaire occidental de l'Orient. Cette exposition elle nous invite à aller au-delà des sentiers battus pour nous rappeler quoi? On en a déjà eu une esquisse dans ce reportage. C'est quoi la grande idée, l'idée force de cette expo? L'idée force de cette exposition, c'est qu'il n'y a pas un seul orientalisme comme on pourrait l'imaginer à travers le titre. Et souvent, quand on prononce ce mot, on pense à la peinture du 19e siècle. Il y a des formes très multiples et des formes qui se développent sur une chronologie extrêmement longue, puisque nous avons souhaité faire commencer cette exposition à la période médiévale et aller jusqu'à la période contemporaine, jusqu'à nos jours. Pourquoi ce choix? Pourquoi c'est important du Moyen-Âge à la période contemporaine? C'est important parce que ça nous permet justement d'entremêler les différents types de récits, les différents types d'orientalisme, puisqu'il y en a plusieurs, et d'aborder justement des choses extrêmement diverses. On va parler de problématiques très historiques, avec des objets qui ont une histoire très avérée, dans des sources très sérieuses, je dirais, mais on va aussi parler de tous ces récits imaginaires et de tous ces fantasmes qui ont accompagné
créer ces récits qui se sont développés au travers de contextes historiques extrêmement différents. Donc on va les replacer. L'important, c'est justement de les replacer dans ces contextes historiques précis. Et vous invitez un véritable voyage avec ces objets qui viennent d'Ispahan, Alger, en passant par Constantinople. Pourquoi ce mot fantasme? Quel fantasme? Pourquoi ça revient souvent quand on parle justement d'orientalisme? Eh bien parce que c'est justement au XIXe siècle essentiellement, à travers un certain nombre de présentations qui ont pu avoir lieu, par exemple dans les expositions universelles, vont se constituer des stéréotypes qui vont irriguer toute la culture et qui irriguent encore notre culture aujourd'hui. Et ce que l'on a souhaité faire, c'est d'une part essayer d'expliquer la construction de ces images, on devrait peut-être dire d'ailleurs images plutôt que fantasmes, et d'expliquer aussi comment ces images sont construites à partir de visions qui ne sont pas forcément réelles ou qui sont complètement réinventées. Et biaisé en fait, ouais. Une pièce maîtresse dans cette exposition, le baptistère de Saint-Louis, réalisé vers 1330-1340 sur le territoire de la Syrie actuelle. Racontez-nous son histoire. Ah, il en a plusieurs des histoires, le baptistère de Saint-Louis. En tout cas, votre village s'illumine en tout cas. C'est un objet majeur conservé au département des arts de l'islam au Louvre. Et c'est un objet qui est arrivé en France extrêmement tôt, puisqu'on sait qu'il est présent au moins depuis le XVe siècle, pas très loin de Paris, dans la Sainte-Chapelle de Vincennes. À l'origine, c'est un objet mamelouk, fabriqué effectivement en Syrie vers 1330-1340. On n'a pas la date précise, mais on est dans cette décennie-là. C'est un objet qui, en France, a été revêtu, là encore, d'histoires tout à fait légendaires, puisque à partir du XVIIIe siècle, il va prendre ce nom de baptistère de Saint-Louis, qui est un nom, un peu inexact, puisque d'une part, un baptistère, normalement, c'est un monument, c'est un bâtiment et non pas un bassin. Et d'autre part, il n'a pas pu appartenir à Saint-Louis, puisqu'il a été fabriqué à peu près 50 ans après la mort du roi. Donc c'est vraiment un nom qu'on a forgé pour le raccrocher à l'histoire de France. Voilà, donc pour déconstruire et aller au-delà de ces stéréotypes qui ont souvent entouré cette vision du monde oriental, peut-être une réaction à toutes les deux. On commence avec vous, Mbarka Amor, une exposition que vous avez vue, pas encore, qui donne envie? Oui, qui donne envie, oui. Ouais. Je n'ai pas encore vu, j'ai vu qui donne envie aussi par rapport au regard croisé avec les artistes contemporains. Donc il y a Dalila en plus, que je connais bien. Donc oui, envie d'aller la voir, et en plus c'est des questions qui sont beaucoup dans mes réflexions et dans mon atelier, puisque j'ai le livre comme un peu une bible d'Édouard Saïd, l'orientalisme, que je déconstruis, que je réinterroge dans mes œuvres. Donc voilà, envie d'aller la voir et hâte. Il y a le trait d'union. Élodie Bouffard. Oui, alors on en discutait tout à l'heure. Grande envie d'aller la voir, donc d'ailleurs très prochainement, avec grand plaisir. Oui, alors moi en plus j'ai reconnu quelques œuvres, donc je serais ravie il y a des passerelles, il y a de les voir en vrai que vous connaissez une nouvelle fois. Ouais. Et vous, Élodie Bouffard, vous nous emmenez à Byblos, cité millénaire du Liban, un port historique, une cité-État. C'est un condensé d'une histoire multimillénaire. Alors d'abord, de quand datent les premières traces d'occupation humaine sur cette terre? Alors on est au niveau de la période du néolithique. Donc il y a 9 millénaires, en gros 7900 avant notre ère, on trouve effectivement les premières traces d'implantation humaine et d'un début d'organisation avec une installation finalement d'une population d'agriculteurs-pêcheurs. Agriculteurs-pêcheurs, alors vous dites qu'il y a déjà une organisation, c'était quoi le rôle de Byblos, un rôle stratégique à travers les siècles? Alors effectivement, de ce petit promontoire, on va se mettre en place les premiers villages. Très rapidement, en fait, c'est la situation stratégique de cette acropole qui va entraîner une grande histoire. Et dès l'âge du bronze, parce que c'est vrai, quand on pense au Liban, tout de suite, on est chez les Phéniciens. Ouais. En fait, on est là 2500 ans avant les Phéniciens. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est montrer en fait le temps long en fait des implantations humaines et aussi de l'incroyable connexion en fait que connaît cette Méditerranée orientale, parce que Byblos connecté à la mer Méditerranée, à la Mésopotamie derrière, et également en même temps sur une voie commerçante vers l'Afrique, vers l'Égypte. Donc en gros au cœur d'un trafic très important où se créent les empires. Voilà, Byblos. Elle va devenir cette cité-État qui va faire dialoguer finalement toutes ces richesses du monde et créer de l'invention. Et créer de l'invention. Byblos, la ville des cèdres, en quoi cet arbre était un symbole très fort et essentiel d'ailleurs dans la construction même de la cité-État? Alors c'est vrai que du coup Byblos, donc il y a la Méditerranée en face et derrière il y a toute la richesse du Mont Liban. Et en fait c'est effectivement des ressources en sylviculture incroyables. Alors on parle du cèdre parce que le cèdre c'est vraiment le bois le plus noble, celui qui
qui est le plus cher, mais il faut savoir qu'en fait, il y a le grand empire d'à côté, c'est l'Égypte, et l'Égypte n'a pas de bois. Ouais. Donc en réalité, ce qu'ils viennent chercher, c'est du pain parasol. Mais le cèdre, c'est de l'or en fait. C'est de l'or parce que déjà, c'est un bois qui est considéré comme sacré. On le voit justement là, on a un texte sumérien qui revient sur l'épopée de Gilgamesh. Donc là, on est dans toute la mythologie qui va se développer en Mésopotamie. Et en fait, c'est vraiment la quête de Gilgamesh pour aller dans ces bois de cèdre où résident les dieux. Et donc le cèdre est vraiment lié avec un aspect, on va dire, qui est religieux. Et les pharaons, comme les puissances du croissant fertile, vont en fait chercher ce bois pour sa robustesse, son immensité, son odeur et finalement ce lien de discussion avec les dieux. Et que reste-t-il alors de ce passé? Dernière découverte, c'est quoi, la nécropole? Alors la toute dernière découverte date de 2019, donc c'est la nécropole dite des élites qui a été donc découverte par la Direction générale des Antiquités et le musée du Louvre, plus clairement la Direction des Antiquités orientales avec qui nous avons collaboré pour cette exposition. Voilà, petite dédicace. Voilà, 2019. Et quand on sait que c'est un site qui est fouillé depuis 160 ans, en fait, c'est ça qui est encore extraordinaire avec l'archéologie, c'est que finalement, on ne l'épuise jamais et qu'on finit toujours par apprendre encore plus de choses sur des temps reculés, mais qui finalement... parce qu'on voit du beau, parce qu'il y a du sensible dans toutes ces découvertes, parce qu'il y a de l'aventure. Et on n'a sans doute pas encore tout découvert, mais l'idée c'est de découvrir, mais c'est aussi de préserver ce qui existe. Et là se pose effectivement la question de la protection de ces sites en temps de guerre. Est-ce que vous êtes inquiète avec cette nouvelle guerre qui se joue notamment dans le sud du Liban, avec un patrimoine à nouveau en danger? Alors, dans le sud et à Beyrouth, évidemment. Alors, il est clair que c'est un sujet majeur. Qui est d'ailleurs traité quotidiennement par nos équipes en lien avec la Direction générale des Antiquités, qui fait des efforts colossaux pour protéger les sites, et notamment le site de Tyr, Baalbek, et également ce qui se passe à Beyrouth. Byblos, pour le coup, est à 40 kilomètres au nord de Beyrouth. Mais en fait, justement, le site est plutôt envisagé comme une sorte de réserve de secours. C'est-à-dire qu'il y a les sites qui sont touchés et il y a ceux qui doivent être réaménagés pour potentiellement devenir en fait des sites de secours si ils doivent déménager en urgence les collections. Donc c'est vrai que en tout cas, c'est des échanges quotidiens que nous avons avec nos collègues, puisque c'est une exposition qui s'est construite sur des années autour de malheureusement des drames et des drames et des drames et des conflits. Et donc c'est vrai qu'on est extrêmement proche et que c'est un souci permanent d'avoir aussi un retour quotidien du terrain sur la question du patrimoine, de la sauvegarde et bien entendu de la sécurité également de nos collègues. Voilà donc pour Byblos, cité millénaire du Liban à l'Institut du monde arabe. La Coupe du monde de football, alors la transition n'est pas évidente, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le sport le plus populaire au monde et il est plutôt rare que le monde artistique s'en empare. C'est le cas de Prolongation à l'Institut des cultures d'Islam à Paris. 3 artistes femmes qui mettent le football et le ballon rond à nu. Dalila Daléas Bouzar, que vous avez cité tout à l'heure et dont on a vu les œuvres dans notre reportage au Louvre-Lens. Il y a aussi donc Wassila Ras et vous-même, Mbarka Amor. D'abord, regardez, on se retrouve juste après. J'ai vécu 98 avec Zizou, l'avènement du footballeur des quartiers populaires de Marseille qui faisait gagner l'équipe de France. Donc vous imaginez pas la déflagration, le tremblement que ça a fait. Nous sommes 3 artistes femmes qui présentons l'exposition Prolongation à l'Institut des cultures d'Islam, qui traitons du sujet du football. Du rêve de devenir une célébrité du football, une star. Ce rêve, pour moi, il est dès le départ politique. Il est dès le départ social. L'expo se présente en 3 temps, 3 actes. Un temps qui parle de l'enfance, tout ce qui porte le rêve. Deuxième acte qui est le temps de la réalité, de la dureté de ce que peut être la réalité. Et ensuite, troisième temps qui parle de la célébration de ces corps. C'est une exposition qui provoque beaucoup de sensibilité, de douleur. On a différents médiums, ça passe du textile à la vidéo, à l'installation, à la peinture. C'est une production totale. Toutes les pièces ont été faites pour cette expo exclusivement. Il y a eu un dialogue quand même entre les 3 artistes, une sorte d'écho où on s'est inspirés les unes les autres. Mbarka Amor, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette exposition assez originale ?
Alors, je n'ai pas participé, en fait. Je suis l'entremetteuse de ce projet. D'accord. C'est-à-dire que j'ai porté le projet en rencontrant l'équipe de l'Institut des cultures de l'islam, dans lequel j'avais déjà exposé en 2021. Donc meneuse de jeu du projet, comme le meneur de jeu. Numéro 10, alors, Mbarka Amor. Voilà, c'est ça, j'ai le numéro 10. Alors vous avez toutes les trois des approches vraiment différentes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a plein d'objets à aborder, hein, et avec dérision aussi parfois. Tout à fait. C'est quoi l'idée directrice de cette prolongation? Alors, donc, quand j'ai rencontré l'équipe, je suis venue donc, avec ce projet, et c'était, dès le départ, de prolonger une discussion qu'on avait eue en 2021, puisqu'on s'est rencontrés toutes les trois, Wassila Arras et Dalila Dalezouza, lors d'une exposition collective qui s'intitulait Cessla, et on avait été invités par Bérénice Saliou. Et on a eu une discussion avec le public, et j'avais envie de prolonger ce moment de la discussion dans l'action artistique, on va dire. Et donc, ça s'est intitulé Prolongation. Et quand le titre est arrivé, le sujet est arrivé, il se trouve que mon travail est souvent le résultat de recherches que je fais dans les sciences humaines, et particulièrement en sociologie. Et c'est vrai que le football est un fait social total, on pourrait le dire. Et d'ailleurs, il y a ces enfants, ces jeunes joueurs de la Goutte d'Or qui rêvent de devenir footballeurs. Quels sont les thèmes que vous nous amenez à voir? Quels sont les thèmes de réflexion que vous avez voulu susciter? Notamment celle du rêve, celle de grandir avec ce rêve de devenir une star qui gagne beaucoup d'argent. Mais vous nous donnez à voir aussi l'envers du décor, notamment le racisme. Tout à fait. Et il se trouve que dans ces recherches, rapidement, et pour avoir rencontré des U14 et des U17 de la Goutte d'Or, ou aussi de Trappes, lors d'une résidence, il me partage le fait d'être le rêve de devenir une célébrité, une star du football. Et en fait, rapidement, à partir de mes recherches et de ces témoignages, je me suis retrouvée avec la question non pas d'innocence du choix. C'est-à-dire que le matin, ils ne peuvent pas rêver d'être médecin, le midi d'être pilote d'avion, et le soir, ils n'ont pas le choix. Ils sont très pragmatiques dans leurs rêves. C'est-à-dire que leur obligation de sortir de leurs conditions. Tout à fait. Ouais. Les oblige à être très pragmatiques, et même dans les rêves. Et donc, ce rêve en fait partie. Et effectivement, ils ont ce rêve, et ils se donnent à fond dans ce rêve, puisqu'ils pensent... il y a une réalité, puisque depuis l'avènement avec Zidane, en 98, et ensuite... de nombreux autres joueurs qui ont suivi. Tout à fait, qui ont eu le Ballon d'Or. Benzema, je suis lyonnaise, donc Benzema vient de Lyon aussi. Voilà. Alors, Karim Benzema, Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, français, Ballon d'Or. Alors, donc il y a une vérité comme ça, il y a une vérité qui s'inscrit dans une forme de réalité, et en même temps, il y a l'illusion. Et il y a l'envers du décor, et il y a aussi cette œuvre d'ailleurs très explicite de Wassila Arras, c'est son tissu de mensonges. Oui, tout à fait. C'est une œuvre monumentale, puisque Wassila... crée des œuvres, des grandes œuvres, des œuvres imposantes, oui, tout à fait. Et c'est un mur de tissu qui est trempé dans du henné. Et donc, il y a des formes comme ça aléatoires, et qu'elle intitule tissu de mensonges, puisqu'effectivement, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, le rêve, confronté à la réalité, confronté à l'illusion, et confronté à la société, au regard, parce que dès le départ, c'était 3 femmes qui regardons les enfants, les garçons. Voilà. Potentiellement nos enfants, potentiellement nos frères. Et aussi pour les interroger eux-mêmes, parce qu'il y a une vraie dimension sociologique, parce que vous dites aussi quelque part sur le terrain de football, d'ailleurs ça va de la pelouse au vestiaire dans l'exposition, ceux-ci sont des corps exploités, même s'ils gagnent énormément d'argent évidemment, des sommes stratosphériques, mais ils sont d'une certaine manière exploités. On les adule un jour, on les exècre un autre jour lorsqu'il y a la défaite, comme si c'était des objets en fait qui appartenaient aux autres. Tout à fait. Et puis on leur rappelle aussi, sur le terrain même, quand ils jouent, qu'ils sont des singes, en leur criant, en leur balançant des bananes. Ça est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Et il y a cette réalité du racisme. Et on avait envie, moi en tout cas, je suis arrivée avec ce postulat de départ d'une forme de célébrer, de rendre hommage. Ce n'est pas un hommage mortifère, mais un hommage vivant.
il y avait une forme de respect, enfin quelque chose de respectueux envers ces enfants, ces jeunes adultes, ces adolescents, et qu'il était autant intéressant, le rêve était autant intéressant à discuter, à questionner, à interroger et à le regarder. Et bien sûr qu'il fallait aussi, au premier étage, parler, puisqu'on a vraiment travaillé comme le rez-de-chaussée, comme les vestiaires, le lieu secret. Ouais. Et le lieu secret, ce rêve secret donc, qu'on garde et qu'on raconte à la mère ou au père. Et la pelouse comme le théâtre ensuite. Voilà. Et au-dessus, là, une forme de réalité, l'illusion et la confrontation. Et la confrontation. Prolongation donc à l'Institut des cultures islam. Voilà pour ces 3 belles expositions. Un pas de côté aujourd'hui, direction Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour vous parler de livres, puisque Dubaï s'est offert la plus grande bibliothèque du monde arabe. Les Émirats qui cherchent à dépasser l'image superficielle qui leur colle à la peau et à s'affirmer comme une capitale arabe de la littérature. C'est un reportage de Chloé Doma, je le précise, tourné avant la guerre au Moyen-Orient et notamment en Iran. Regardez. Au cœur d'une ville toujours en quête de records, ce bâtiment en forme de livre ouvert est la plus grande bibliothèque du monde arabe. Ses 50 000 mètres carrés attirent des visiteurs de tous les continents. Sharon et son amie Angèle, 2 Philippines installées à Dubaï, découvrent les lieux pour la première fois. D'extérieur, ça a l'air d'être un bâtiment normal, mais quand on entre, c'est immense. Pendant les congés, vous pouvez venir ici pour lire, ça rend la vie plus agréable. Entre les touristes accros aux selfies, la bibliothèque a aussi ses habitués, comme Mira et Noura, 2 jeunes émiriennes. J'aime vraiment beaucoup cette bibliothèque, car c'est très calme, il y a beaucoup de livres et on peut lire. Sur les étagères, plus d'1 million d'ouvrages en 25 langues. On y trouve de la littérature arabe et internationale, des publications scientifiques, de la poésie. Mais pour attirer les étudiants, la bibliothèque mise sur des espaces de travail dernier cri et des salles privées. Je suis vraiment impressionné parce que non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi un très bel espace. Avec de grandes salles, c'est très spacieux. J'ai beaucoup d'examens et venir ici, ça m'aide à être dans une ambiance genre très calme. En tout, les autorités ont investi plus de 260 millions d'euros. Mais le gros du budget se trouve au 7e étage. Amal et Fatma nous guident à travers les trésors de leur collection. Des manuscrits anciens, Corans enluminés, atlas et éditions originales, achetés aux enchères et destinés à placer Dubaï sur la carte de la culture. Les pièces que vous voyez ici ont d'abord été restaurées. On fait très attention à la température, à l'humidité et au taux d'oxygène auquel elles sont exposées. Ça, c'est l'une de nos pièces les plus chères. Elle a coûté 2,2 millions de dollars. Ça vient d'Inde centrale, ça date du Xe siècle. C'est un encrier en or décoré avec des rubis et des émeraudes. Je suis très fière que l'on puisse montrer ces objets au monde entier. Derrière ces acquisitions, un outil de soft power de plus pour les Émirats, qui investissent déjà massivement dans les musées, les universités et les événements culturels pour changer leur image, souvent superficielle. Voilà, il y a aussi le Louvre à Abu Dhabi, évidemment. Gwenaëlle Fellinger, vous qui êtes du Louvre, il y a Paris, il y a Lens, il y a les Émirats. Une réaction à ce reportage, il y a toujours ce débat. Quand dans des pays de la région, on voit émerger un site comme ça, magnifique culturellement, il y a toujours le débat sur l'influence, le soft power. Pourquoi fait-on cela ? Quelle est votre réaction ? Sur le soft power, il se trouve qu'effectivement, le Louvre a ouvert le Louvre Abu Dhabi en 2018 et que c'est un instrument absolument phénoménal et magnifique qui rencontre d'ailleurs un grand succès et qui montre aussi qu'il y a un besoin de culture dans ces régions. Donc cette bibliothèque, pour vous, elle est bienvenue absolument, dans la région, de toute façon, pour le monde arabe. Toute bibliothèque est bienvenue partout dans le monde. Plus on lira de livres et plus ce monde pourra gagner en sérénité. Ouais. Élodie Bouffard, toute bibliothèque est la bienvenue. Oui, alors bon, moi, c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand il y a des choses qui sortent de terre comme ça, avec tout l'achat. En fait, c'est des projets massifs. C'est pharaonique. Ouais. Pharaonique. Moi, c'est vrai que pour le coup, les Émirats ont une vraie politique de soft power culturel qui a des bons côtés, je pense vraiment pour le coup, puisque il y a un salon du livre qui se tient depuis quelques années, qui est peut-être un peu l'avant-projet de ce qui... du gros projet pharaonique, mais qui commence à justement
reconstituer un système éditorial en arabe, parce que je pense que du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de quand même souligner qu'il y a des projets monumentaux, mais il faut soutenir aussi ce qui, en fait, alimente également ces projets monumentaux. Et si, justement, cet argent peut permettre à reconstituer tout un système éditorial qui a connu quand même ses grandes heures à Bagdad, Beyrouth, Alger à une époque, Damas. et Damas, qui est un peu en souffrance aujourd'hui pour plein de raisons, mais qui pourrait en tout cas retrouver des bases quelque part. Écoutez, toutes les... Bienvenue. Mbarké Amor, quand on est artiste, c'est une opportunité ou parfois des choix délicats d'aller aux Émirats, d'aller en Égypte ou dans d'autres pays où effectivement se posent des questions, notamment en termes de liberté? Non, ça dépend d'où vient l'invitation, comment elle est faite, quel est le projet, bien sûr, et comment on peut en discuter, mais rien n'est fermé. Et C'est toujours une opportunité de faire découvrir, effectivement, notamment Prolongation. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur notre plateau. Merci à vous d'être fidèles à MOE et à TV5 Monde. À la semaine prochaine et quand vous le souhaitez, sur notre plateforme TV5 Monde+.